Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Pascal Gavillier pour parler de la critique ciné. Alors Pascal, tu es journaliste ciné depuis 1984, actuellement journaliste à la Tribune de Genève, régulièrement dans le magazine Vertigo sur RTS, tu as un blog sur le cinéma, tu es Ouais, très actif sur Twitter, c'est d'ailleurs là qu'on a fait connaissance. c'est de là qu'on se connaît, ouais, absolument. Comment ça va Pascal? Bah, ça va pas mal, et toi? Très bien. Alors dis-moi comment t'es venue ta passion pour le cinéma? Ah bah, ça date de l'adolescence, je dirais. C'est qu'à l'époque, je crois qu'on recevait des magazines comme Ciné Revue à la maison, des choses comme ça. Et j'étais d'abord fasciné par les acteurs. Ça me permettait toujours de découvrir d'autres acteurs, d'autres actrices inconnues. Et donc j'ai commencé à voir des films pour les acteurs, par exemple des acteurs français comme Jean Gabin, comme Rému, comme Fernandel, comme Bourvil, etc. Et puis après, on se rend compte qu'il y a des réalisateurs derrière et on se met à se passionner par ça. Puis petit à petit, le cinéma se met à gangrener nos vies. Tu dois connaître ça. Oui, c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi, et je pense que c'est un peu le parcours de beaucoup de cinéphiles en fait. Alors évidemment, on n'en vit pas quand on est ado ou étudiant. Oui, mais c'est un peu le rêve, ça, ce que t'as réussi à faire quand même en vivre. Non, je me rends pas compte parce que je me rends tellement pas compte que j'ai rien fait en fait. C'est ça le pire. J'ai fait des études de sciences, de mathématiques. Et à côté de ça, j'allais tellement au cinéma, j'allais tout le temps voir des films, j'allais voir toutes les nouveautés, etc., etc., que je me suis dit, ça coûte en plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir une carte qui permette de ne pas payer l'entrée? Donc, mon unique but au départ, c'était d'avoir une carte de libre entrée. Donc, je me suis dit, mais comment faire pour avoir une carte comme ça? Ça doit exister. Et puis, je me suis dit, peut-être que si j'écris des choses dans les journaux, ça marchera. Et, euh, et donc, j'ai pris la liste de tous les journaux à Genève qui avait pas de chronique cinéma. Il y en avait une vingtaine. Et je me suis mis à tous les appeler. J'ai pris la liste et j'ai appelé tout le monde. J'aurais dit naïvement, est-ce que vous aimeriez que des papiers sur les films qui sortent? Et il y en a deux qui m'ont dit pourquoi pas, après tout, en précisant, mais vous savez, on pourra pas vous payer beaucoup. Je dis ah bon, parce que c'est payé en plus. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une carte. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'était en quelle année ça à peu près? Ça, c'est 83, 84. D'accord. Du coup, dis-moi comment toi qui ça fait quand même plus de quasiment plus de 30 ans maintenant que t'es Ah, dans le cinéma, 35 ans, comment la critique ciné elle a évolué au fil des années? tu veux dire pour moi ou par rapport Pour au... toi, mais aussi comment tu l'as vu évoluer autour de toi? Ben, surtout, je l'ai vu petit à petit disparaître. De moins en moins de gens qui en vivent. La critique pure, la critique de ciné pure, c'est-à-dire celle où on écrit ce qu'on a ressenti sur un film avec les outils dont on dispose, une analyse, des connaissances historiques, etc. Il y en a de moins en moins. Maintenant, la mode, entre guillemets, c'est la polyvalence. Donc, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui font qu'une seule chose. Donc, les journalistes typiquement profilés cinéma, il y en a presque plus. Je l'ai vu disparaître. J'ai vu ces spécialisations être un peu mises de côté, malheureusement. Par exemple, avec l'arrivée d'Internet, on a vu beaucoup de critiques un peu amateurs créées au début des blogs, puis par exemple des chaînes YouTube qu'on peut voir, et il y a aussi une perte un peu peut-être de la, bah, comme tu disais, de la spécialisation, mais aussi on a des amateurs qui au final ont pas grand-chose à dire et C'est pas qui la sont même extrêmement génération. populaires. Il leur manque souvent des bases parce que quand même quand tu vois des films, enfin quand tu écris sur des films ou quand tu parles de films, il faut avoir vu certaines bases, faut avoir vu certains classiques. C'est comme en littérature. Mm. Tu deviens pas critique littéraire si t'as pas lu Balzac ou Proust. Il y a un petit problème. Il faut quand même avoir lu ou connaître les bases. C'est inévitable. Il y a un cursus comme ça presque. Alors qu'on aime ou pas, c'est plus une question de goût là. C'est vraiment qu'il faut un cursus pour connaître un peu globalement l'histoire du cinéma, ses divers courants esthétiques, ses diverses tendances, ses différents genres, comment ils ont évolué, tout ça quoi. Donc et souvent les jeunes blogueurs, comme tu dis, se posent pas assez la question de cette perspective historique qui est hyper importante, d'autant plus importante que le cinéma c'est un art jeune, c'est un art qui a que 125 ans, c'est pas grand chose. Mm. Donc j'estime qu'on peut faire l'effort d'aller un peu plus loin que le jour de sa naissance, parce que c'est souvent un peu ça qu'on voit ou qu'on lit, même quand on fait un blog. Et je pense que plus on fait cet effort-là, plus c'est payant, quelle que soit la qualité du blog. Je veux dire, les connaissances historiques ou les pures connaissances cinéphiliques sont en atout pour moi.
Oui, et puis bon, je disais ça aussi parce que on voit maintenant peut-être, je me rends pas compte parce que j'ai connu que ça, mais j'ai l'impression qu'on a une perte peut-être de, il n'y a plus beaucoup de spécialistes de cinéma qui vont être reconnus. Et à l'heure d'Internet, c'est plus la popularité plutôt que l'expertise qui prime. Et on se retrouve avec des critiques, ou entre guillemets, critiques ciné extrêmement populaires qui maintenant sont... je pense par exemple enfin, au youtubeur In The Panda, des gens comme ça qui au final sont pas très intéressants et disent pas n'ont pas une expertise particulière sur le cinéma, ils sont un peu ça pourrait être n'importe qui, quoi. Et d'un côté, c'est un aspect qui peut être positif, où on peut se dire n'importe qui peut, s'il a envie de parler de cinéma, en parler, mais d'un autre, on a une perte peut-être un nivellement par le bas peut-être un peu de ce qu'on pouvait lire auparavant, sachant qu'en plus, bon, récemment, là, avec le rachat des cahiers du cinéma, par exemple, Des producteurs. toutes ces choses-là, on voit que la critique traditionnelle n'intéresse plus grand monde, peut-être. Ah, c'est clair que ça tend à disparaître. Ça tend à disparaître, mais en même temps, ça disparaîtra avec la disparition des médias. Alors, comme tu dis, tous ces youtubeurs, ces influenceurs, influenceuses, etc., se basent plus sur une attitude que sur des connaissances. Maintenant, dans une civilisation, dans une société du paraître, une société de la célébrité facile, une société de gens qui aiment les idoles de Secret Story, et pas forcément des gens qui ont fait 20 films depuis 30 ans. Tout est biaisé par ça, quelque part. Hmm. Les tendances Twitter, c'est la même chose. Les soirs de diffusion de koh, on parle pas de cinéma. Euh, Oui, oui, oui. Pareil, c'est pareil. Au fond, c'est pareil. C'est, bah oui. Ouais. Moi, je crois qu'il faut rester quelque part, qu'on fasse des blogs ou pas, parce que qu'on fasse des vidéos sur YouTube ou pas. Moi, je fais quelques vidéos, mais c'est dans le cadre du média où je travaille. On me demande de faire des chroniques vidéo de temps en temps, de 3 minutes environ, sur les nouveaux films qui sortent. Mais je crois qu'il faut rester assez sérieux et assez radical dans ce qu'on propose, même si parfois on peut se permettre de positiver sur des films qu'on n'adore pas. Parce que c'est toujours bien de positiver sur des films qu'on n'adore pas, sinon on passe vite pour des gens très aigris, quand on n'aime systématiquement aucun film. C'est vrai. Ouais. Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'imagine que dans ta carrière, tu as dû rencontrer énormément d'acteurs, de réalisateurs et de divers techniciens du cinéma. Ouais. Bah, ouais. Est-ce que tu as des anecdotes particulières un peu? Des milliers, parce que avec les années, on finit par voir presque tout le monde. On finit par voir et revoir presque tout le monde. Je veux dire, si tu me demandais des anecdotes sur les gens que j'ai pas vus, ça serait plus vite fait. Euh, Quasiment vu les anecdotes. Je sais pas quel genre d'anecdote tu voudrais. Oh, je sais pas, des plutôt marrantes. Ah, j'ai pas réfléchi avant. Je me souviens de Salma Hayek en me répondant à une question. Elle est montée sur la table devant moi. Elle s'est mise à sauter, à faire des pas de danse pour répondre à une de mes questions. Habituelle, elle l'aura jamais fait en dehors d'une interview. C'était pour Une nuit en enfer ou quelque chose comme ça. Je me souviens d'avoir servi le café à Johnny Depp, d'avoir coiffé Macaulay Culkin. C'est vraiment surréaliste. Il me tend en peigne, il me demande de le coiffer. Je comprenais pas pourquoi. Il voulait se rendre compte que l'électricité statique pouvait attirer du sel. Alors après, il a pris le peigne et puis à côté de grains de sel qui sont venus se coller au peigne. Donc c'était juste ça. Des tas comme ça. Peut-être qu'un jour j'en ferai un livre, je sais pas. Bah, J'ai des milliers d'anecdotes comme ça, mais des milliers. il y a des rencontres que tu as faites qui t'ont particulièrement marqué, peut-être j'imagine, de rencontrer certaines, peut-être, de tes idoles. Non, je suis pas quelqu'un qui idolâtre tellement. Et généralement, quand on idolâtre trop, c'est- la rencontre est pas si intéressante. Il faut pas trop montrer, je crois, hein, qu'on adore les gens, parce que finalement, ça les met dans un rapport bizarre. Et ils jouent moins le jeu. Ils aiment bien qu'on observe une certaine distance. Je crois que c'est important de la maintenir, cette distance. Si j'arrive devant Scorsese et je lui dis, oh, j'aime tellement ce que vous faites, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me dire merci, euh, en anglais. Donc non, j'ai pas cette attitude-là.
C'est sans doute aussi pour ça que j'ai un ton d'interview qui passe assez bien en général. Ils aiment toujours bien comme je me comporte. Mais euh, Toi, tu veux une anecdote, tu veux un truc sarcasme ou je sais pas quoi. oui, je me dis, t'as pas. Mais l'anecdote de Macaulay Culkin est quand même assez particulière. J'imagine des anecdotes un peu bizarres comme ça, tu dois en avoir. C'était un enfant star à qui on passait tout. Donc, vous pouvez s'imaginer, quand on est arrivé, on était 10 journalistes, 5 journalistes, je ne me rappelle plus. Et il était avec son agent, son attaché de presse, ses parents, je ne sais pas qui, sa maquilleuse, et tout le monde lui obéissait. C'était quand ça? C'était pour quel film? C'était pour Maman, j'ai raté l'avion, je pense. Tu parlais de la façon de faire des interviews, d'essayer de ne pas avoir une approche de fan. Ouais, d'être un peu normal, quoi, d'être un peu comme eux. Toi, Parce que ça, finalement, comme tu n'as pas fait d'études spécialement de journaliste, comment c'était venu cette approche? C'est quelque chose que tu as un peu appris sur le tas, que tu t'es rendu bah, compte au fur je et à veux dire, mesure? parce que j'ai une carte de presse, donc je suis inscrit au registre professionnel des journalistes, si tu veux. Oui, mais je veux dire, t'as pas suivi un cursus, on va dire comme maintenant, t'as pas fait une école de journalisme. Ouais, mais parce que je me suis dit que quand on parle le même langage avec des gens qui font du cinéma, mais quand on leur parle de cinéma, ça passe tout de suite. Parce qu'on parle de la même chose. C'est comme quand deux vicomtes rencontrent en vicomte. Enfin, tu vois, dès que tu rencontres quelqu'un qui est dans le même biotope, tu sais de quoi parler. Tu rencontres quelqu'un qui fait du cinéma, que tu aimes ou pas son cinéma, tu sais de quoi parler. C'est parfois plus dur avec les acteurs ou avec les actrices parce qu'ils n'ont pas toujours grand-chose à dire. Alors bon, faut parfois faire des efforts. Et tu as des rencontres qui se sont mal passées? Ouais, il y en a quelques-unes, je ne vais pas en parler là, mais il y en a quelques-unes. Des J'imagine. gens, il y a des gens un peu pas très sympathiques, mais c'est assez rare, hein. Oui, C'est assez rare. Il y a des global. contre Du coup, des rencontres qui se sont particulièrement bien passées, dans lesquelles tu gardes des très bons souvenirs, peut-être? Fanny Ardant, par exemple, qui était formidable. J'avais décidé de lui poser une question, d'angler l'interview que sur la littérature. Et je savais pas qu'elle adorait ça. Et donc, on avait décidé à la fin de l'interview que chaque fois qu'on se verrait, on se conseillerait, je lui conseillerais un nouveau livre à lire. Alors, chaque fois que je la voyais, je lui conseillais un nouveau livre. Et la fois d'après, elle l'avait lu. Elle me racontait. Ça, c'était particulièrement bien longtemps que je l'ai pas vu maintenant. Donc, je sais plus si ça se ferait. Ben, ou une Catherine Deneuve qui est toute simple. On croit que c'est une grande star qui défile des couturiers, mais en fait, elle est toute simple. Elle est très terre à terre. Ça, c'est bien. Euh, pour revenir un peu sur le sujet de l'évolution de la critique, euh, comment t'envisages le futur en tout cas l'évolution, parce que tu disais que la critique est en train de mourir, mais peut-être qu'elle va être remplacée par autre chose. Peut-être tu disais des influenceurs, des... C'est pas ça, mais on a quand même l'impression il y a quand même dans tout ça une nouvelle génération qui est très très douée. C'est qu'il y a beaucoup de blogueurs. Je parle pas tellement des influenceurs, des youtubeurs qui surfent un peu sur les trucs à la mode, du genre les Marvel, les machins comme ça. Ça, c'est moins intéressant. Mais il y a pas mal de blogueurs qui font des papiers de fond, euh, qui font un vrai travail autour des films, qui se donnent de la peine, et ceux-là on les voit on commence à les voir dans les festivals. Donc ça, c'est la nouvelle génération. Et c'est une génération qui va rester, mais elle sera sur le support, en support numérique et plus en support physique. Elle sera beaucoup moins sur un support physique. Mais Sur le physique, on te demande de faire 36 choses en plus. On te demande d'écrire sur 36 choses autres que ce que tu dois couvrir. Donc, je reste quand même assez confiant. Tant qu'il y aura des films, il y aura des gens pour en parler. Ça, c'est bien. Et bah, justement, tu dis tant qu'il y aura des films, mais est-ce que aussi tu as vu une évolution dans le cinéma? J'imagine que t'as dû constater peut-être la façon dont les gens voyaient les films, et même maintenant on peut presque parler de consommer des films pour beaucoup de personnes. En salle, il y en a moins, ça on le sait, hein. La fréquentation, elle est plus faible qu'avant. À part pour les Marvel, je crois, qui... Ouais, non, mais, ces machins-là, évidemment, il y a un tel marketing derrière. Le marketing est souvent mieux fait que le film. Et mieux fait que le film, même. Mais en revanche, ce qu'on a constaté aussi depuis une quinzaine d'années, c'est qu'il y a de plus en plus de films qui sortent. Ce qui est presque paradoxal. Il y a trop de films pour qu'on puisse tout voir, en salle du moins. Les sorties Paris, par exemple, par semaine, c'est 15. C'est énorme. Il y a 10 ans, c'était 8. Il y a 15 ans, disons, c'était 8. Ça fait que les gens n'ont plus le temps de tout suivre.
Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent sur différents supports, le numérique, tout ça. C'est vrai qu'il y a une tendance à la consommation, mais on consomme souvent les mêmes choses. Il y a quand même peu de gens qui explorent comme ça. Je sais pas si ça a toujours été comme ça, parce que comme je te dis, j'ai pas connu euh, un peu comment c'était avant, mais peut-être que maintenant, comme on a accès beaucoup plus facilement à de l'information, on sait ce qu'on va voir, c'est beaucoup plus difficile de... Enfin, comment dire, on n'a plus on va pas voir un film sans trop savoir à quoi s'attendre maintenant. On peut Ah avoir non, accès à la bande-annonce facilement, on peut résumer, et peut-être que du coup, ça pousse beaucoup de gens à rester enfermés dans une zone de confort qui les maintient, enfin, qui tue un peu la curiosité. on aime moins être surpris. On n'aime pas sortir de sa zone de confort, c'est un peu pénible. Les gens, tu leur parles, disent, ah, ouais, je vais pas voir des films d'action parce que j'aime pas ça, ou bien je vais pas voir des films, des comédies parce que j'aime pas ça. Donc ils se condamnent. Puisque C'est une grande partie de ce qui existe. à côté, on peut voir, ne serait-ce qu'avec Disney, le rachat du côté des Américains, le rachat de la Fox, tout ça, même les films du MCU, il y a une uniformisation en plus dans les grosses productions américaines. Ça ressemble toutes. Et Ça, c'est effrayant. ça fait déjà quand même longtemps que c'est amorcé, mais c'est de pire en pire. Est-ce que aussi ce manque de curiosité pousse en fait les producteurs à ne produire que les mêmes daubes insipides et complètement lisses Souvent, ils ont pas d'imagination. Donc ils se disent un truc a marché, on va faire à peu près la même chose en se disant que ça va marcher aussi. Puis comme ça marche aussi, ils se disent, ah, on avait raison, alors on va refaire de nouveau la même chose. Donc il y a peu de gens qui prennent des risques, parce que les risques sont pas payants souvent. J'avais cette discussion, je sais pas ce que t'en penses, mais je discutais de ça sur Discord il y a quelques temps déjà. Comme quoi, quand tu observes l'évolution du cinéma américain, en tout cas des grosses productions américaines, tu as avant le nouvel Hollywood, les réalisateurs qui maintenant pourraient être entre guillemets, qualifiés un peu de yes man, des gros réalisateurs de major comme les Mankiewicz ou encore avant d'élmuer les grands réalisateurs américains, on a quand même, après le nouvel Hollywood, dès les fin des années 70, début 80, un début d'uniformisation du cinéma et on avait moins de... Bah, on n'a plus de grands réalisateurs comme on a eu à une époque, et même si il y a toujours de très bons réalisateurs, mais est-ce que on peut espérer voir à l'heure actuelle sortir par exemple un Cléopâtre de Mankiewicz d'un studio américain, quoi, un film d'une telle ampleur? Moi, je pense que oui. Les films quand Ridley Scott faisait comme Gladiator, c'est un peu dans le même cette mouvance-là, finalement, Mm. à une époque près. Enfin, C'est vrai que on a Ridley Scott est un peu un outsider à ce niveau-là. il est capable de faire des choses comme ça. Dans ce sens-là, c'est un auteur qui serait dans cette mouvance-là. Il y a quand même des gens qui tournent beaucoup, comme Clint Eastwood, Scorsese pas tellement. Clint Eastwood, Woody Allen, bon, il est pas tout à fait dans la même catégorisation, mais on peut encore imaginer qu'il y a des gens comme ça. C'est juste que ça a un petit peu évolué au niveau du marketing. C'est le marketing qui a changé, pas tellement le reste. Évidemment, les formes, les moyens. Euh, Mais clairement, c'est un exemple terrible, c'est le film qui met en péril la Fox. En mais, exemple, tu vois, mais qui est quand même enfin, quelque chose de colossal, le résultat. ça dans tous les sens du terme, parce on a deux stars ingérables, on a des réalisateurs qui changent, Et je veux un dire, budget là de fois 10, enfin, c'est le cauchemar. je prenais justement l'exemple de Cléopâtre, parce qu'on peut presque dire que c'est plus un film d'artisan qu'un vrai film d'auteur. Derrière, même si Mankiewicz c'est quand même bien réapproprié le film. Mais si tu... C'est juste si tu... C'est plus un film de producteur que d'un film de réalisateur, je dirais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si tu compares avec, on va dire, un équivalent moderne, pour faire une comparaison en gros budget, avec des réalisateurs qui changent, un tournage chaotique, on peut prendre le Justice League de, Ouais. de Zack Snyder. Et on est quand même sur un résultat qui est... C'était chaotique le tournage. Bah, je crois il est parti en cours de route. Enfin, c'était toute une histoire assez terrible.
avec des producteurs derrière aussi qui voulaient, qui, qui ont voulu, comment dire, uniformiser le film, enfin, parce que Ils même ils veulent le faire en produit. Marvel a eu tellement de succès ces dernières années que même chez DC Comics, qui faisait quand même des films de super-héros qui volaient pas très haut, ils ont essayé de, malgré tout, parce que moi je n'aime pas vraiment Zack Snyder, je trouve ça un peu nul, mais au moins il avait une vraie. C'est un auteur, on peut dire que c'est un auteur avec des thématiques, on va dire une esthétique particulière, quand même si son esthétique se résume à mettre des ralentis extrêmement laids partout. Mais Ça va très beau, personnellement, mais enfin ah bon. non, c'est vraiment, je trouve pas ça très beau non plus. Mais même DC, qui était un petit peu la grosse concurrence de Marvel, a fini par essayer de se lisser et de se caler sur bah, comment dire, la recette aseptisée du MCU. J'avoue. Et C'est quand, bien. Si, alors ils veulent copier. et quand tu regardes les productions américaines, bon, l'année dernière, on a eu Joker, je crois. Oui, c'était l'année dernière, Joker. On a eu 2 ans avant Blade Runner 2049. Enfin, il y a quelques grosses productions quand même qui sortent, qui arrivent à sortir un peu du lot, mais de Il y a moins en toujours. moins, j'ai l'impression. euh, Ça, alors, je pense que ça doit se valoir si on prend. Si tu prends les décennies comme ça, les unes après les autres, je pense que tu arrives à trouver dans chaque décennie à peu près un contingent de films égal. C'est D'accord. des, c'est des films produits qui restent quand même, qui ont un intérêt autre que seulement commercial. Je pense qu'il y en a dans toutes les décennies. Ce qui est plus dur, c'est le cinéma d'auteur. Parce Oui. que là, pour voir les grands films d'auteur, il faut aller à Cannes ou à Venise. Le reste du temps, on sort les rames et on cherche où les trouver. Tiens, bah, tu parles de Cannes et de Venise en ce moment avec le coronavirus, c'est assez terrible parce que Cannes a été annulé. Donc, C'est horrible. Nous tu, sommes orphelins, nous sommes sur un radeau, je ne sais. ça fait combien de temps que tu y allais à Cannes Alors, j'ai commencé à y aller en 85 en me disant, dans le fond, il y a Cannes, j'aimerais bien y aller. Je pensais que ça marcherait pas. Je leur ai téléphoné, je dis, voilà, j'écris des articles sur le cinéma dans tel petit journal. Ils me disent, oh, ça nous intéresse, envoyez-nous vos articles. Bon, ah. Je leur envoie mes articles, je reçois un retour de courrier, il n'y avait pas encore les mails. Oh, vous êtes accrédité. Je dis, ah, j'étais accrédité, je ne pensais pas que ça marcherait. En 85, comme ça, j'ai eu un badge. Et puis depuis, j'y suis allé tout le temps, sauf cette année. Alors voilà, c'est l'année de la rupture. À cause de tout. Bon, ça va reprendre l'année prochaine, en tout cas, j'espère. On ne sait pas. Je pense qu'ils auraient pu faire le festival même avec le virus. Ils auraient pu le faire peut-être sur Zoom, je sais pas. Non, sur Zoom. Ouais, enfin, il y a des gens qui auraient été malades. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as vu une évolution dans le festival de Cannes au fil du temps? Parce que c'est vrai que maintenant, même moi, enfin, quand j'étais en école de ciné, j'ai pu avoir, même moi maintenant, alors que je suis plus étudiant Oui. en ciné, je peux avoir une accréditation. Et est-ce que ça a toujours été ouvert autant aux cinéphiles ou c'est quelque chose de relativement récent? C'est relativement nouveau, mais en même temps, euh, comment dire, il y a toujours eu de plus en plus de monde aussi. Donc, c'est un festival qui a besoin de foule comme ça. Donc, il y a toujours eu beaucoup de monde. Il y a peut-être moins de presse. Non, il n'y a pas moins de presse qu'avant. Il y a plus de presse qu'avant. Je dis n'importe quoi là. Donc, j'ai vu surtout une évolution en nombre de gens. On est de plus en plus. Toujours. Et tu penses que c'est bien ou c'est... C'est mieux qu'il y ait du monde. Ça fait des salles pleines, ça fait des événements. Ça nous essouffle un peu par moment, mais c'est mieux quand même. Ouais. Après, toi, comme t'es pour t'as une carte presse, c'est plus facile, fait dessus. Oui, non, mais c'est un peu normal quand on Oui, bah travaille, oui, bien sûr. qu'on fait une page par jour. T'es un peu obligé d'avoir une bonne carte, un bon badge. Parce que je sais quand j'y avais été, ils ont mis en place un truc, maintenant c'est 3 jours à Cannes, je crois que ça s'appelle. Ouais. Enfin, ça change de nom tous les ans, un peu, parce que j'ai été 2 ans d'affilée, c'était un coup 3 jours à Cannes, un coup cinéphile, je crois. Et Pour faire. c'est pas mal, parce que ça permet de... Enfin, moi j'avais jamais été en festival, que ce soit Cannes ou ailleurs, et je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ce serait assez... comment dire? Ce serait une ambiance un peu tendue, un petit peu désagréable, et en fait j'ai l'impression que, au Ah, contraire, t'as c'est vu très plein de gens. plaisant comme... T'as fait connaissance avec plein de gens. Oui, voilà, j'ai fait connaissance avec plein de gens, discuté avec plein de monde. C'est... Ça, c'est la Cannes, ça a toujours été comme ça.
Il y a un côté un peu, Et il y a tout et le contraire. entre Cannes et Venise et Berlin, quel festival te plaît le plus? Ça reste Cannes parce que c'est là où on voit les meilleurs films, c'est là où on vit les meilleures émotions. Alors c'est là aussi où on est le plus stressé. Il y a le pour et le contre. Parce que Venise, par comparaison, il y a un cadre idyllique, on est beaucoup moins stressé, on a beaucoup moins à produire. Cannes, ça reste le nec plus ultra, c'est les plus grands films de l'année, ils sont à Cannes, il y a pas à discuter, c'est toujours été comme ça. C'est là où on s'enflamme, on découvre les choses, où les débats sont les plus vifs parfois. Est-ce que tu as des vidéastes, des blogueurs, des critiques? Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Alors, je suis rien, mais je regarde plein de choses. J'aime bien lire les articles de fond, j'aime bien voir certaines vidéos. Je vais citer personne parce qu'il y en a qui sont vexés ou pas vexés. Mais j'aime bien voir plein de choses. J'aime pas trop les trucs qui sont trop formatés. Il y a des blogueurs qui sont un peu formatés pour parler des trucs Marvel qu'on a déjà vu 100 fois. C'est bon. On sent que je veux du clic. Merci, je suis là. Allô. Bon, ok. J'aime bien les gens qui sont un peu engagés, qui ont pas peur de prendre du temps pour dire les choses, pour raconter les choses, qui n'ont pas peur d'être même pas hors sujet, mais d'aborder des choses qui sont pas forcément à la mode, dont on parle pas forcément. Il n'y a pas une obligation à tout prix de coller à l'actualité. Ça, j'aime bien, mais vouloir trop coller à l'actualité, dans ce cas-là, on va dans un média d'actualité. Pour moi, si on en parle, on doit conserver une espèce d'indépendance, de choix. Bah, il y a un peu l'attrait du clic, quoi. On sait que C'est ça. parler d'un film Marvel, ça va ramener plus de monde. Ramener plus de monde, ça veut dire pouvoir être Ouais. sponsorisé. Pas sûr que ça ramène plus de monde, parce qu'il y a 20 blogueurs qui parlent de Black Panther, je dis n'importe quoi, ça veut pas dire que le seul blogueur qui parle d'un autre film sera peut-être le plus vu dans la semaine. Ah, au final, quand tu regardes les chiffres, ce sont ceux qui parlent de Black Panther, des nouveaux Star Wars, tout ça, qui font plus de chiffres quand même. Mais Ouais, mais ça, après, c'est comme ça. mm, c'est, bah, justement, ça montre peut-être que une forme de démocratisation peut-être de la critique. Avant, la critique se... Le grand public n'est pas très curieux. Enfin, Oui, mais avant, peut-être les gens qui s'intéressaient à la critique, qui lisaient ou regardaient la critique, étaient peut-être des gens plutôt intéressés par le cinéma, enfin cinéphiles. ouais, Maintenant, un peu n'importe qui qui aime bien regarder des films comme tout le monde, qui aime bien les Marvel ou Star Wars, peut trouver son compte dans euh, la critique, enfin, ce qu'on appelle critique en tout cas sur Internet. c'est comme le foot. Il y a toujours, tu vas dans un café, il y a 1000 commentateurs, il y a 1000 spécialistes. Il n'y a pas beaucoup, ils sont vraiment, tu vois. Les films, tu peux donner son avis, mais personne n'y connaît rien. C'était pas Truffaut qui disait tout le monde a deux métiers. Euh, Ouais, c'est ça, Son métier est critique de cinéma. ça. C'est exactement ça. Ça va changer. Sauf que maintenant, ceux qui ont un avis, ils arrivent à le montrer et avoir des clics avec. Bon, c'est tant mieux pour eux, hein.